Bonjour à tous, bienvenue ici donc dans cette troisième partie de vidéo concernant le chapitre 4 sur les fondations superficielles. Alors, dans cette troisième partie de vidéo, on va voir ici le dernier chapitre concernant donc ici la première partie des fondations superficielles, à savoir le radier. Alors, première chose à se poser, c'est quoi un radier? En fait, un radier, c'est un élément en béton d'épaisseur constante que l'on vient placer sous notre bâtiment et qui reprend l'ensemble des charges que lui applique le bâtiment et qui a juste comme but de transférer ces charges au sol. Alors, la particularité qu'on aurait vis-à-vis d'un radier par rapport aux semelles de fondation, c'est qu'en fait, le mur, un mur de bâtiment, repose sur une fondation et cette fondation, si c'est par exemple une semelle continue, a un petit peu de débordement de chaque côté du mur. Tandis qu'un radier, là, c'est sur toute la superficie du bâtiment. Donc même où il n'y a pas de mur qui s'appuie nécessairement sur la fondation, il y a quand même le radier. Que quand on est dans les semelles continues, on ne met les semelles que sous les murs. À l'endroit où il n'y a pas les murs, on ne va pas mettre du béton en supplément renforcé d'armature. On va le laisser avec un béton non armé, un béton de sol qui permettra d'avoir soit un garage ou un rez-de-chaussée qui est relativement horizontal. Ça, c'est la première différence qu'on va avoir entre les deux. Alors, des fois, vous entendez des personnes qui parlent de radier aussi les grandes surfaces bétonnées qu'on met dans les halls industriels. Alors, il faut bien distinguer deux choses. C'est que un radier, il a de 1, normalement une épaisseur constante, mais il est armé. Il est armé de paillasse en métal, donc de mailles d'armature métallique carrée, et ces armatures, on les met en inférieur et en supérieur, dans les deux sens. Donc un radier est armé de paillasse métallique à mailles carrées, dans les deux sens, et en inférieur et en supérieur. Ça, c'est la première chose. Quand on parle de dalles de sol, qu'on verra plus loin, qu'on utilise notamment pour des dalles de hall industriel ou autres, qui ne sont pas armées de la même manière et aussi fortement qu'un radier, ça c'est surtout utilisé pour des grandes surfaces où on a besoin d'une horizontalité constante, mais où il n'y a pas nécessairement de grandes charges qui viennent dessus. Donc là, dans ce cas-là, on parlera d'une dalle sur sol qui est moins armée qu'un radier, il y a beaucoup moins d'armature. Et la différence marquante aussi, c'est que sur une dalle de sol, comme ça reprend moins de charge, on peut se permettre de faire des joints de dilatation qui sont des joints sciés ou des joints préfabriqués. Que sur un radier, on a besoin de toute l'épaisseur du radier pour reprendre les charges que le bâtiment ou la structure lui applique. Et par cette différence, on marque vraiment la notion de radier reprise de charge, dalle de sol uniquement utilité pour l'horizontalité de votre futur plancher. Alors donc comme je viens de le dire, la superficie étant tellement grande, l'avantage du radier c'est que on diminue les charges qui sont directement transmises au sol, vu la très grande superficie de la fondation, puisque c'est sous tout notre bâtiment. Alors il faut savoir que souvent en pratique, quand on n'est pas sûr, pour un particulier quand il veut faire sa maison tout seul, on estime que si vous avez un grand réseau de murs proches les uns des autres dans vos caves, et que ces murs nécessitent la présence de semelles filantes, si vous avez par exemple un sol qui n'est pas très porteur, si vous arrivez à avoir une superficie totale cumulée, je dis bien cumulée, d'air de semelles isolées qui est supérieure à la moitié de l'air total du bâtiment, il est plus avantageux, à la place de creuser toute une série et un réseau de rigoles pour venir créer vos semelles continues, c'est plus rentable de creuser tout d'un coup, une épaisseur constante partout, et de faire un radier. Maintenant, il y a un surcoût, ça c'est clair et net que par rapport à un réseau de semelles isolées, il y a un surcoût, mais le surcoût est compensé parfois par la garantie de longévité de la fondation dans le temps, puisque vous uniformisez plus facilement vos charges.
Alors à quoi ça ressemble un radier? Vous le voyez ici, c'est par exemple pour l'extension d'une pharmacie, avec ici la présence des Sika blocs, qui sont donc les blocs de coffrage en plastique qu'on monte sur place. Alors les grandes tiges que vous voyez, c'est les barres d'attente, mais le radier, vous voyez, c'est une dalle, comme ceci, qui a été préalablement armée et qu'on a coulée en béton et dont on a vérifié la planéité. Alors on peut avoir des superficies un petit peu plus grandes, hein. Vous le voyez ici avec des cages armatures donc, qui sont armées donc, dans les deux sens, comme ceci, on le voit très clairement. Des puisards donc, pour les chambres de visite futures, des centres d'eau, etc. pour l'intérieur même de la future vie du bâtiment. Et ici, il y a une petite densification des armatures au centre, parce que c'est là où va se placer la cage d'escalier, la cage d'ascenseur, ce qu'on appelle le noyau central du bâtiment, qui amène un petit peu plus de rigidité à l'intérieur même de celui-ci. Donc, par le fait qu'il est armé, il peut reprendre relativement des charges. On peut avoir donc des armatures qui ont des dimensions relativement variables. On les voit ici avec le diamètre D et petit d, qui vont de 6 mm de diamètre jusqu'à 9 mm de diamètre pour les plus gros radiers. Tout dépend bien évidemment des charges que l'on aura à reprendre. Alors en rouge, je vous ai mis donc les sections en centimètres carrés par mètre de radier qui seront nécessaires pour venir placer à l'intérieur même de votre armature. Donc vous avez ici les masses, donc les masses surfaciques, les nombres de kilos par mètre carré que représentent ces paillasses. Il faut bien imaginer que ça représente une seule paillasse. Donc après, si vous les doublez, forcément le poids sera doublé. Si vous mettez deux paillasses au-dessus, j'invente, et deux paillasses en dessous, le poids est quadruplé. Donc ça aussi, ça a une influence quant au poids propre même de la fondation. Voir si le sol au niveau inférieur sait reprendre la complexité même au niveau de la lourdeur du poids de votre fondation. Et l'entièreté donc des valeurs S, E, D, etc. sont représentées sur le schéma que vous voyez en bas à droite. Alors, si on ne veut pas garantir donc, une sorte de flexibilité au radier, mais qu'on veut donner plus de rigidité aux endroits où s'appliquent les murs, là alors on change la forme du radier. On passe alors à un radier qui est une notion qui est un radier de nervuré, qu'on appelle ça. C'est plus une notion un petit peu plus particulière, mais des fois on peut avoir ce radier nervuré. Donc on retrouvera toujours, comme vous le voyez, si les nervures sont au-dessus, donc on le voit ici, ou les nervures sont en dessous, comme vous le voyez ici, à droite. Donc on retrouvera dans les deux schémas le dallage, donc la partie horizontale armée que vous voyez avec les armatures ici. Et alors après on aura des armatures qui reviendront, donc qui sont une sorte de poutres enterrées, avec des étriers autour et des armatures inférieures ici. Voire si on est en supérieur, les armatures seront mises alors en opposé, en sens inverse ici, vers le haut. Donc, qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Est-ce les nervures vers le haut, à l'endroit où s'appliquent les murs, ou vers le bas, où s'appliquent les murs ici aussi? Ça dépend de la facilité de l'entrepreneur à effectuer les tâches. Si il a sa machine qui est déjà prête, rien ne l'empêche d'utiliser la méthode de droite où il creuse ses rigoles, il vient déjà poser ses cages d'armature, il fait l'injonction avec les paillasses, il coule tout d'un coup. Ou alors, il ne veut pas creuser, il veut garder une assise de fond de fouille plate avec un béton de propreté. Il met ses armatures plus facilement, il met les cages d'armature avec ces armatures-ci qui seront en attente. Il coule d'abord son radier et puis après en deuxième phase, par un coffrage en bois, il vient faire ceci. C'est un petit peu plus fastidieux les nervures vers le haut que vers le bas, mais c'est à l'entrepreneur à choisir. Du point de vue de la rigidité, c'est plus rigide. Ce qui est la longévité dans le temps, les deux solutions sont relativement en termes de temps et de durée équivalentes. Il n'y a vraiment pas de notion différente là-dedans. Alors, comme vous le voyez, je vais vous l'expliquer là-dessus. C'est peut-être plus simple de le faire là-dessus pour un entrepreneur qui débute. Maintenant, reste le choix, comme je vous dis, de n'importe quel entrepreneur d'utiliser la méthode qu'il souhaite. Alors, quels peuvent être les problèmes qu'on va rencontrer avec des radiers? Parce que ça a des avantages, mais ça peut avoir aussi des inconvénients. C'est que on doit essayer de respecter dans le bâtiment une notion presque de symétrie. Alors c'est pas une obligation, on ne doit pas faire des pièces par toutes dimensions relativement similaires, mais on doit essayer de mettre des
points d'appui de charge que vous voyez par les flèches bleues qui amènent des charges N, à des endroits qui sont relativement distants les uns des autres. Il ne s'agit pas de mettre deux poteaux qui reprennent chacun 150 tonnes et qui sont distants de 50 cm l'un de l'autre. Donc là, il faut essayer de répartir les charges sur vraiment l'entièreté du radier. Et à l'endroit même où ces charges s'appliquent, ce qu'on fait, c'est que on vient toujours dans le radier armer une armature supérieure, mais on va coupler aussi avec un complément. On renforce en plus de l'armature inférieure, on peut mettre un complément, donc des barres supplémentaires au droit et au pied donc de vos colonnes ou de vos murs qui amènent un petit peu plus de charge. On peut le faire sous cette forme-là, donc vous le voyez ici en rose, vous avez les armatures donc supérieures et inférieures, comme ceci. Et en plus, au pied des poteaux, on a ici les armatures ici en noir, comme ceci. Et entre les poteaux, on va remettre une armature en plus, mais au niveau supérieur, pour reprendre le moment négatif dans l'autre sens. Ça va ? Ce qu'on fait maintenant de plus en plus, pour ne pas devoir chipoter avec les armatures comme ci, comme ça, on fait des surprofondeurs au droit des murs porteurs dans les radiers. C'est plus facile, on a un terrassement qui n'est pas encore trop compliqué, et on vient placer les armatures d'attente, et on continue les barres dans le pied des colonnes, ou même des murs, ou des voiles, ou des pré-murs, qu'on viendrait placer au niveau des caves. Alors comme je viens de vous le montrer ici donc, voilà, vous avez les armatures ici, au pied des éléments, c'est des colonnes avec des armatures qui sont des armatures d'attente. Et bien comprendre qu'entre les charges dans un radier, entre des poteaux ou des charges vraiment concentrées, on doit remettre des armatures supérieures en zone tendue de dalle. Un deuxième problème qu'on peut rencontrer ici, après la symétrie des charges et le placement des armatures, c'est l'influence qu'a la répartition des charges de notre radier. Donc le radier, comme vous le voyez, je m'explique peut-être un petit peu mieux, a une certaine largeur. J'invente 10 mètres. Il reprend les charges sur un sol qui n'est pas très porteur. Mais comme tout élément de fondation, il diffuse les charges qui proviennent de la structure dans le sol. Ça ne se diffuse pas de manière verticale comme un ascenseur, ça se diffuse, ces charges, dans le sol, dans ce qui s'appelle un bulbe de pression. Et un bulbe de pression, en fait, vous allez avoir, si vous voulez, ici, à l'intérieur du sol, des courbes, je vais les dessiner ici, on va dire en brun, comme ceci, des courbes qui vont être de forme, on va dire, plus ou moins comme des gros ballons, comme ceci, et qui vont au fur et à mesure, donner une notion de diminution de charge au fur et à mesure qu'on descend dans le sol. Je m'explique. Vous allez avoir, j'invente, je sais pas moi, 100 kg ici. Ce sont des exemples basiques, hein, ce n'est pas des vraies charges qu'on pourra avoir, mais plus ou moins. 100 kg, 100 kg ici, même chose. Et 100 kg, même chose ici où je mets la deuxième croix. Je vais avoir 300 kg. Comment ces 300 kg vont se répercuter au niveau de la diffusion dans le sol? Si vous êtes une particule de sol, et vous vous situez ici, où j'ai la croix, vous êtes à une faible profondeur du radier. Et donc on estime que sur cette première ligne que j'ai dessinée ici en brun, vous allez avoir de l'ordre de 80% de la charge totale qui s'applique sur votre radier, qui sera le long de cette première courbe de pression. On appelle les isobars ou les pressions uniformes courbes. Donc tout le long de cette courbe, on va avoir, le sol va subir de la part de la structure et qui va être diffusée par le radier, 80% de 300 kg. Quand vous allez être encore plus bas, vous allez arriver ici sur la deuxième courbe. Et là, il n'y a plus que, j'invente moi, 45% de nos 300 kg qui arrivent dans le sol.
et ce, tout le long de cette deuxième courbe ici en brun. Donc ça c'est la deuxième courbe, ou la troisième courbe isobare, peu importe, mais vous voyez que plus on descend bas, moins les charges seront subies par le sol, puisque ce seront les couches proches du radier qui vont avoir la grosse charge à reprendre, et plus on descend, plus forcément les couches de sol vont avoir une moins grande charge à reprendre. Et donc quand on va arriver ici, on va peut-être plus avoir que, j'invente moi, 10% de la charge. Et ce qu'il faut faire attention par rapport à une semelle continue vis-à-vis d'un radier, c'est qu'une semelle continue, la largeur de la fondation de la semelle, elle n'est pas très large. Donc la profondeur du bulbe de pression, et donc j'invente de la courbe rouge qui n'est que 10%, elle n'est pas très profonde. Donc quand on a fait nos essais de sol, on n'a pas besoin de se tracasser nécessairement très fort de ce qu'il y a en dessous de l'implantation de notre future semelle filante. Mais quand on a un radier qui fait 10 mètres de large, j'invente, son bulbe de pression, il va être très profond. Donc, c'est pour ça que quand on fait des essais de sol, et c'est très important quand on a un futur doute sur la capacité portante du sol et qu'on imagine un radier, on doit aller prospecter le sol beaucoup plus bas que l'endroit où on va implanter le radier. Il ne s'agit pas de se dire, voilà, moi ici je suis à moins 3 mètres, avec ces moins 3 mètres, moi je vais planter mon radier, donc je vais envoyer ma sonde pour l'essai de sol à 4 mètres, comme ça je suis peinard. Non, vous devez vraiment descendre votre pénétromètre statique au minimum 50 à 70% plus loin que l'endroit prévu pour vos radiers. Et normalement, je dis bien normalement, mais c'est des cas théoriques et ils sont rarement utilisés, c'est vous avez la largeur de votre radier, la plus petite des largeurs, et vous devez descendre en profondeur d'investigation au moins 50% plus en profondeur que la plus petite des dimensions de votre radier. Donc là, pour un radier qui fait 10 mètres de large en dimension la plus petite, vous devriez descendre à 15 mètres. Ça, ce serait normalement l'élément requis. Mais bien évidemment, on va vous dire que non, parce que descendre à 15 mètres, il faut déjà une infrastructure qui est déjà un petit peu plus conséquente pour descendre à ce niveau-là. Ça va? Alors, maintenant le problème, c'est que si on ne descend pas suffisamment bas, vous allez des fois avoir dans des radiers des petites fissures, donc des fissures longitudinales, qui sont des genres de fissures comme si on n'avait pas mis de joints, en fait, des joints de dilatation, c'est plus ou moins la même chose. Et des fois, il arrive que les armatures ne savent pas reprendre la flexion même du radier, dû, comme je vous dis, à une poche de mauvais sol, par exemple des poches calcaires, ça arrive parfois dans certains sols, ou des galeries minières, comme on a ici en région liégeoise. Là, on peut avoir vraiment un lien de cause à effet entre une fissure propagée dans un radier et une poche de mauvais sol à un endroit localisé. Alors deuxième chose aussi, vous voyez une petite remarque, c'est que quand on a, je vous l'ai montré sur la vidéo préalable, des densifications d'armature un petit peu plus grandes sur les radiers, c'est là où on a des rigidités qui sont demandées, et qui sont souvent demandées à l'endroit où on vient placer les cages d'ascenseurs et d'escalier, qui est le noyau central de notre futur bâtiment. Alors en ordre de grandeur, je vous donne ça ici en 2018, pour avoir un ordre de grandeur ici en Belgique, on tourne plus ou moins, donc je parle coffret, ferraillé, bétonné, lissé, on est aux alentours des 400-450 euros du mètre cube hors TVA pour un radier. Ça va en épaisseur de 25-30, c'est plus ou moins l'ordre d'idée qu'on pourrait se donner. Il peut varier en fonction des différentes caractéristiques du radier, si le béton a une classe de résistance plus élevée, si la superficie est trop petite ou si l'endroit est exigu. Ça peut varier de plein de paramètres, mais c'est une balance autour de laquelle vous pourriez équilibrer votre ordre d'idée. Alors j'ai parlé au début de cette vidéo des dalles de sol qui ne sont pas armées de la même manière et aussi denses que les radiers, ça ne reprend pas le même type de charge bien évidemment. Là vous voyez les dalles sur sol, on est à des épaisseurs qui sont plus petites que les radiers. Les radiers, on peut avoir des radiers qui font minimum 25 cm, 40 cm, 50 cm. Pour vous donner une idée, à la Burj Khalifa à Dubaï,
qui est le building qui fait 880 mètres de haut, ben, le radier fait 3 mètres d'épaisseur. Donc, vous voyez, on peut avoir des radiers qui font toutes les tailles. Qu'une dalle de sol, ben, on n'a pas besoin de ces épaisseurs-là. On va jusqu'à 20 cm grand max et on a assez. On peut armer, je vous ai dit, c'est pas obligatoire, mais on peut armer ces armatures, ces dalles de sol, soit de fibres, voire de petites armatures qui sont des mailles en 10-10 et qui sont des fils, vous voyez, de 3 mm de diamètre. C'est assez rare, mais ça arrive. La plupart du temps, on préfère les fibres puisque bah, on mélange ça dans la bétonnière et on coule ça d'une fois et c'est beaucoup plus simple. Donc par rapport au radier, donc ici on doit essayer de créer des zones qui empêcheraient donc la fissuration de notre dalle de sol. Donc pour ça on doit faire des joints et on doit travailler avec des surfaces de dilatation de maximum 40 à 50 mètres carrés, ça dépend de l'épaisseur de votre dalle de sol. Mais on peut avoir aussi soit donc ces joints de dilatation qui peuvent être des joints sciés, on peut les avoir tels quels, mais quand on est avec des dalles de sol en haut industriel qui reprennent plus de charge, on peut avoir des joints qui sont préfabriqués. Alors ça c'est Jordal, Plaque à béton ou Bruyère qui peut faire ça, c'est 3 marques connues ici en Belgique, qui vont avoir tendance à empêcher la fissuration proche des joints, parce que c'est problématique. Si vous avez des clarks qui passent, bah, tant que vous avez un clark ou deux qui passent par jour, bah, s'il n'est pas trop chargé, ça ne fissure pas, mais dans le temps, avec le nombre de passages, ça peut fissurer. Comment est-ce que ça marche? Donc en fait, vous allez avoir donc soit ici ou ici, ce qu'on appelle donc les embouts de lien, pardon, je vais y arriver, qui viennent prendre appui donc dans la masse même de la dalle de sol et qui vous garantit une sorte d'indépendance entre la partie gauche et la partie droite du joint et vous laisse en fait ce phénomène-ci pour donner la rigidité au joint et ce petit espace-là, c'est pour permettre la dilatation latérale de votre dalle de sol au niveau du joint. Alors ça empêche la fissuration, pourquoi? Parce que quand votre clark va passer, si c'est un joint normal, courant, vous allez avoir beaucoup de charge dans un sens, donc on va avoir beaucoup de compression à gauche de la dalle de sol du joint, et puis très peu à droite. Et puis après, quand le clark passe, c'est le phénomène inverse. Qui ici, grâce aux pattes de liaison que vous voyez ici ou ici, on assure en fait une reprise de l'effort, par exemple du clark, j'invente, moi qui viendrait passer sur le joint ou de la charge, beaucoup plus tôt dans la dalle de sol. Vous allez répartir beaucoup mieux l'effort sur la largeur de votre joint. Et ça, c'est un énorme avantage du système. Alors forcément, ça coûte plus cher, mais il faut le prévoir à la base pour se prémunir donc de devoir placer ça après avoir coulé la dalle de sol. On place toujours ça avant le coulage, ça paraît bien évidemment évident. Mais si vous voulez des armatures, là on peut utiliser, comme vous voyez, des armatures en treillis, qui sont des treillis d'anti-fissuration. Ce n'est pas des treillis armés pour un radier, ce sont juste des armatures qui empêchent les fissures dans la dalle de sol. Et là on a des diamètres de fils qui sont beaucoup plus petits, on va à des 3 ou des 4,5. Ça va avec une section qui est bien moindre. Ok. Ceci clôture la troisième et dernière partie de votre chapitre 4 sur les fondations superficielles.